trouver la meilleure méthode, le type de location, le meilleur ci, le meilleur là. Et pendant que tu cherches le meilleur, il y en a d'autres qui avancent doucement mais sûrement. La vraie méthode aujourd'hui pour atteindre un objectif, c'est celle de tout droit. Pas de raccourci, rien, j'y vais tout de suite. D'accord? Donc retenez ça, c'est hyper important. Deuxième stratégie, imagine, voilà, tu te lances dans les appartements, mais tu décides de faire ce qu'on appelle de la colocation. La colocation est forcément bien plus rentable. Pour avoir 2 000 € de cash flow, admettons, tu as un appartement avec 3 chambres, cet appartement te coûte 1 000 € par mois, tu as 500 € de cash flow puisque 500 € de moyenne par chambre, d'accord? Il te faudra donc 4 biens en colocation pour obtenir 2 000 € par mois. Donc aujourd'hui, tu vois, sur la stratégie numéro 2, il te suffira tout simplement de 2 ans et demi en colocation. Et encore une fois, retiens bien que là, c'est dans la même hypothèse où tu achètes un bien, tu finis de le faire, tu mets en location, tu retournes chercher un bien, etc. Alors qu'en fait, tu vas acheter un premier appartement en colocation, tu vas voir que ça cartonne, bah, tu vas en racheter 2. Puis après, tu vas en racheter 3. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ça va beaucoup plus vite que ce que je te cite ici. Et encore une fois, sans compter le cash flow, le cash squeeze, donc l'argent qui est capitalisé par le locataire, et également la plus-value à la revente. Parce que les colocations, généralement, c'est dans des villes plus tendues. Donc, c'est des biens sur lesquels tu prends un peu plus de valeur, en tout cas, à la revente. Et donc, automatiquement, encore plus d'argent que tu vas générer. Okay. Après, tu as la stratégie numéro 3, l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, en moyenne, tu vas avoir à peu près 1 000 € de cash flow sur un immeuble de 5 appartements. Donc là, encore une fois, c'est faux. Je vais t'expliquer pourquoi. Un immeuble de rapport, quand tu l'achètes, il y a beaucoup plus, en fait, si tu veux, de mètres carrés. Donc, qui dit plus de mètres carrés dit un achat au prix de gros. Donc, plus tu achètes des grandes surfaces, plus le prix de mètre carré est bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour certains critères, c'est que les immeubles de rapport, ça fait pas rêver tout le monde. Enfin, ça fait rêver tout le monde, mais tout le monde n'ose pas aller sur un immeuble de rapport. Pourquoi? Parce que ça fait peur, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de mètres carrés. Voilà. Les immeubles de rapport, c'est réservé aux investisseurs qui aujourd'hui n'ont pas froid aux yeux. Et encore plus de ça, si jamais tu achètes un immeuble de rapport, moi ce que j'adore, c'est acheter des immeubles de rapport, mais qui sont complètement délabrés de haut en bas. C'est-à-dire que je veux que moi, le bien dans lequel je vais me retrouver, je veux que les autres investisseurs, quand ils rentrent dedans, ils disent « Ah non, moi j'y vais pas, oh là là, il y a trop de travaux ». Moi, je veux qu'ils se disent ça. Pourquoi? Parce que plus de personnes vont se dire ça, ça voudra dire qu'il y a moins de personnes qui veulent l'acheter, et automatiquement, la règle de l'offre et la demande, moins il y a de demandes, plus le prix de mon offre baisse. Automatiquement, puisqu'ils n'arrivent pas à vendre au prix du mètre carré de la ville, puisqu'on voit bien que les personnes ont peur, il y a trop de travaux, trop de ci, trop de là, c'est trop grand. Et donc, automatiquement, moi, c'est ce type de bien-là que je recherche, parce qu'automatiquement, c'est le type de bien sur lequel je veux faire les meilleures affaires. Et moi, de toute façon, je veux des biens sur lesquels il y a énormément de travaux, puisque c'est là où on fait le plus d'argent. Donc voilà, donc ça, c'est important. Là où je voulais en venir, c'est que forcément, si tu achètes un immeuble avec 5 appartements, sur un appartement, tu fais 200 € de cash flow. Si tu achètes un immeuble qui te coûte moins cher au mètre carré, sur lequel, quand tu fais venir les artisans, tu les fais venir pas pour un appartement, mais pour 5 appartements. Si tu les fais venir pour 5 appartements, automatiquement, tu vas pouvoir négocier le prix de la pose. Tu vas pouvoir négocier aussi chez les fournisseurs le coût des matériaux. Tu vas pouvoir négocier un ensemble de choses qui va te permettre justement, automatiquement, de réduire le coût et d'augmenter ta rentabilité. Et donc, augmenter ton cash flow. Donc aujourd'hui, sur un immeuble de rapport de 5 appartements, tu es plus proche des 2 000 € de cash flow que des 1 000 €. D'accord? Il faut le savoir. Donc maintenant, c'était une information importante que je devais te donner, puisque, encore une fois, je te ferai remarquer que j'ai encore minoré les chiffres sur ce type d'investissement, et que tu vois, si jamais tu achètes, par exemple, 2 immeubles de rapport de 5 appartements, dans 1 an et demi, tu seras rentier immobilier. D'accord? Donc, juste pour te faire rendre compte, avec des chiffres très simples, qu'être rentier immobilier, ce n'est pas compliqué. La seule chose qu'il faut faire, c'est passer à l'action. D'accord? Alors, quand je dis passer à l'action, c'est commencer par des bases, bien sûr, apprendre, et après, appliquer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas réservé qu'aux personnes qui savent, puisque les personnes qui savent, avant de savoir, ils ne savaient rien. Ils ont juste appris. Donc, toi aussi, tu peux le faire. Donc, voilà. Donc, maintenant, j'ai une question à te poser pour toi, d'accord? Au vu de ce que je t'ai expliqué. Et bien prendre en compte également l'aspect émotionnel de l'investissement, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que je me sens capable d'aller investir d'abord dans un immeuble de rapport, ou est-ce que je préférerais commencer par un appart pour me faire la main? Vaut mieux commencer petit que ne pas commencer. Pour me faire la main, puis après peut-être sur une colocation, ou alors commencer par les colocations, puis les immeubles de rapport. Dis-moi, j'aimerais bien voir un petit peu ce que tu m'écris. Dis-moi quel est pour toi le meilleur investissement, quelle est pour toi la meilleure stratégie pour toi. Donc vas-y, je t'écoute. Je veux savoir vraiment, voilà, tu me dis immeuble de rapport, appartement, colocation, dans quoi tu te verrais toi aujourd'hui pour commencer, pour te lancer dans l'investissement immobilier?
Ça, c'est hyper important pour moi de le savoir. Immeuble de rapport, aspect émotionnel bien pris en compte avec ma femme aussi. Donc, Bastien, il est hyper chaud, magnifique. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Les immeubles de rapport, pour moi, c'est vraiment le level up. Mais j'ai commencé par un appartement. Se faire la main quand on part de zéro sans aucune connaissance avec un appartement, tu as raison, j'ai commencé par là. Immeuble de rapport, meilleure stratégie, immeuble de rapport, immeuble de rapport. Pour moi, stratégie 1, Charbel, appartement. J'ai commencé par là, Carl, immeuble. Commencé par plusieurs colocations. Bravo Jordan. Immeuble de rapport pour Max. Francesca, colocation. Valentin, colocation. Les appartements en location saisonnière, intéressants ou non, ça peut l'être, mais il ne faut pas se tromper de secteur. Benoît, immeuble de rapport, 3 ou 5 lots, magnifique. Antoine, immeuble de rapport sans compter, mais la distance des grandes villes est compliquée pour des gros travaux. Pas du tout, ça se délègue très bien. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, Antoine, on verra ça juste après. Donc, aucun problème pour les travaux, bien au contraire. Bon, très bien. Je vois que vous êtes chaud. Anaël, immeuble de rapport, c'est pas mal, mais peut-on peut-être commencer par un appartement? Alors, si tu marques peut-être commencer par un appartement, tu as déjà la réponse, Anaël. Tu commenceras par un appartement. J'ai commencé par un appartement. Moi, j'ai commencé par acheter un appartement, puis j'ai acheté celui du voisin, puis j'ai acheté l'immeuble. Donc, tu vois, j'ai commencé à la hauteur de mes compétences. Donc, je te rassure, ça ne m'a pas empêché de devenir millionnaire immobilier. Bastien, d'ailleurs, pour moi, immeuble de rapport dans une petite ville moyenne, ville bien desservie par les transports et commodité. C'est ce qu'on recherche tous, Bastien. Mais effectivement, tu as la bonne stratégie. Allez, on continue. Alors, comment faire? Prends bien des notes. Je vais te révéler 4 secrets essentiels, primordiaux, pour que tu puisses toi aussi investir dans l'immobilier. Secret numéro 1, la règle des 70 bancaires. Et tu vas voir que ça a quelque peu changé, mais je vais te donner aussi les recommandations, nouvelles recommandations. Alors, aujourd'hui, je vais donner la première règle, la règle des 70 bancaires. Aujourd'hui, les banques, pour se sécuriser, et sachant qu'il y a encore, d'ailleurs, jusqu'au 1er janvier, ce qu'on appelle la balance locative. Donc, la balance locative, ça veut dire qu'en gros, les banques, quand on va avoir un revenu locatif estimé, c'est-à-dire que je vais acheter un bien immobilier, ce bien immobilier me coûte 1000 euros par mois, et en face, je vais avoir 1000 euros de revenus locatifs. Ok. La banque, en fait, ce qu'elle va faire, elle va pondérer en fait mon loyer. Donc, pondérer, ça veut dire minorer, d'accord, de 30%. Donc, pourquoi elle fait ça? La banque, en fait, elle retire 30% au revenu locatif. Et donc, quand elle va retirer du revenu locatif hors charge, et quand elle va retirer en fait ces 30%, elle va vérifier en fait que le revenu minoré, donc pondéré, est égal ou supérieur au crédit. Si jamais ce revenu, une fois qu'il a été pondéré, il est au-dessus donc du crédit, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait pondéré, on gagne plus d'argent que le crédit nous coûte, à ce moment-là, on appelle ça donc du cash flow positif pour la banque. Et si jamais, donc bon, j'ai perdu mes mots, mais bon bref, un plus bancaire. Et si jamais c'est en dessous, on appelle ça un déficit bancaire. Dans le cas où c'est un positif bancaire, je ne trouve plus le terme, mais ce n'est pas grave, un positif bancaire, vous avez compris, la banque, en fait, ce qu'elle faisait, et d'ailleurs ce qu'elle fait toujours jusqu'au 1er janvier 2022, elle prenait en fait ses revenus supplémentaires, on venait de les rajouter sur les revenus globaux et on effaçait en fait la dette du crédit. Si jamais la dette en fait était inférieure, et dans ce cas-là, si aujourd'hui mon revenu pondéré, donc mon revenu locatif pondéré était inférieur au crédit, à ce moment-là, la dette, c'est-à-dire le déficit bancaire, venait lui en fait tout simplement se rajouter dans les charges et descendait ma capacité d'endettement. Mais en tout cas, le crédit lui-même disparaissait. Jusqu'à encore janvier 2022, nous pouvons nous désendetter en nous endettant. Plus on achète en fait d'immobilier et moins on est endetté, puisque si jamais on n'achète que des biens avec du cash flow, je vais te donner un exemple concret, Tali. Plus on achetait un bien avec du cash flow, plus automatiquement en fait on gagnait de l'argent et plus en fait on évitait de s'endetter. Alors je vais t'expliquer, Tali, ça va être très simple. Je vais d'ailleurs te donner une image juste après. Là. Donc en gros, la banque pondère systématiquement les revenus locatifs de 30%. Considérant que ces 30% vont servir à payer les taxes, les faux frais éventuels, problèmes liés à la location du bien. Exemple, si j'ai 1000 euros de revenus locatifs, d'accord, il faut que mon crédit soit égal ou inférieur à 700. Pourquoi? Parce que les 1000 euros de revenus locatifs, la banque va enlever 30%, donc ça va descendre à 700 euros, considérant pour elle que tu ne touches que 700 euros et pas 1000. Elle garde ses 30% pour rester en sécurité. Donc celle-là, elle les supprime, et pour elle, tu ne gagnes plus 1000 euros, tu gagnes 700 euros. Ce qui veut dire que si aujourd'hui ton crédit, il est au-dessus des 700 euros, tout ce qui est au-dessus des 700 euros, alors que tu gagnes moins, automatiquement, c'est un déficit bancaire. Et tout ce qui est en dessous du crédit, d'accord, c'est automatiquement un plus bancaire, ce qui permet en fait de gagner ce qu'on appelle de l'argent vis-à-vis de la banque, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, à chaque fois que tu calcules tes revenus locatifs,
tu prends tes revenus locatifs, tu enlèves 30%, d'accord? Et ces revenus-là, il faut qu'ils soient tout simplement égaux ou supérieurs au crédit. S'ils sont égaux ou supérieurs au crédit, ça veut dire que là, pas de problème, au niveau de la banque, tu es ce qu'on appelle à l'autofinancement bancaire. Donc, c'est-à-dire que pour la banque, le bien s'autofinance et la dette disparaît. Si jamais tu es en dessous de ce montant-là, tu es en déficit bancaire et dans ce cas-là, la charge supplémentaire vient réduire ta capacité d'emprunt. D'accord? C'est très simple. C'est pour ça que c'est hyper important de comprendre que quand on fait un calcul en fait de rentabilité, etc., le premier calcul à prendre en ligne de compte, malgré les nouvelles règles du HCSF, qui seront d'ailleurs appliquées qu'à partir de janvier 2022, qui seront également uniquement concernant, on va dire, les investisseurs moyens, puisque les banques ont toujours un pouvoir de dérogation de 20%. Donc ça, il faut le savoir aussi également. Et automatiquement, ça permet en fait de réduire les investisseurs lambda qui venaient sur l'autoroute des millionnaires avec des biens peu ou pas rentables et qui se sont retrouvés dans des situations précaires, alors que si jamais, bien sûr, les banques avaient encadré un peu plus ça, parce qu'il y a quand même une folie, une frénésie de l'investissement immobilier ces dernières années, et pas mal de personnes quand même ont raté leurs investissements, d'ailleurs avec des vendeurs peu scrupuleux qui leur ont vendu des choses qui ne fonctionnaient pas. Bon, voilà. Donc ça permet aussi d'encadrer un petit peu, mais rassurez-vous, aujourd'hui, depuis que le monde est monde, on a créé des SCI, on a créé des sociétés, on a créé de la fiscalité. À chaque fois qu'il y a eu des impôts, il y a eu des moyens de les contourner. À chaque fois qu'il y a eu des taxes, il y a eu des moyens de les contourner. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les règles qui sont créées par des personnes qui eux-mêmes ne les respectent pas, sans faire un grand débat, mais dans le sens où aujourd'hui, quand on crée des règles soi-même, on prévoit toujours en fait une porte d'exit. Et il faut savoir qu'en France aujourd'hui, personnellement, moi je paye très très peu d'impôts alors que je gagne beaucoup d'argent. Et en fait, il y a toujours des leviers en fait à utiliser en France pour pouvoir en fait, en gros, si tu ne veux pas payer d'impôts, il faut que tu réinvestisses ton argent. Donc la banque va te dire, c'est soit tu payes de l'impôt, soit tu réinvestis dans des forêts, soit tu réinvestis dans des entreprises, soit tu réinvestis. Mais en tout cas, il y a toujours moyen, en fait, si tu veux, de faire fonctionner l'argent, toujours, 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 sans payer l'impôt. Et toujours en gagnant plus d'argent. Mais ça se fait que par le biais des sociétés ou par le biais du statut du LMNP. Alléluia, magnifique statut du LMNP dont on parlera à la fin de cette conférence. Donc cette règle, elle te permet bien sûr de rentrer dans les cases de la banque et de pouvoir te faire financer sans limite ou presque. La seule chose qui a changé au niveau du HCSF, c'est qu'à partir de l'année prochaine, il sera beaucoup plus facile d'investir en société, donc tout ce qui est SCI, SARL, SRL de famille, etc., plutôt qu'en nom propre, dans le sens où aujourd'hui, quand on parle en fait d'investissement en société, la balance locative, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, fonctionnera toujours, alors qu'en nom propre, logiquement, elle ne devrait plus fonctionner. Le nouveau calcul maintenant, c'est tout simplement, on prend l'ensemble de tous les revenus divisé par l'ensemble de toutes les charges. Il n'y aura plus d'effacement de la dette, il n'y aura plus de pondération de loyer non plus. La règle des 70, soi-disant, n'existera plus, mais encore une fois, c'est toujours à l'appréciation de la banque, puisque chaque directeur de banque par région a le pouvoir de décider ce qu'il fait dans ses banques, d'accord? Donc aujourd'hui, les règles du HCSF sont là pour driver, mais ils ne sont pas forcément sont pas forcément obligés d'être appliqués à 100%, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on tuerait l'économie. N'oubliez pas que la France vit sur la dette. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la France est endettée et qu'elle s'enrichit sur la dette. La France elle-même est un modèle économique sur lequel la dette fait vivre le pays. Donc aujourd'hui, on ne peut pas arrêter une machine comme celle-ci et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc rassurez-vous, vous pourrez toujours emprunter. C'est juste que il faudra automatiquement faire des dossiers de meilleure qualité. Il faudra bien sûr de plus en plus d'épargne, mais vous allez voir, je vais vous donner une méthodologie pour l'éviter. Il faudra aussi également forcément respecter ce qu'on faisait avant. D'ailleurs, j'en faisais un live hier avec un banquier. Il faudra éviter, comme il a été fait il y a très peu de temps encore, d'aller dans des banques pour souscrire un crédit, puis après se prendre et se barrer. Là, aujourd'hui, ils vont demander en fait qu'on reste un peu plus longtemps, qu'on s'engage sur des assurances vie, qu'on s'engage sur des assurances PNO, la personne non occupante, des assurances voitures, etc., là où ils gagnent de l'argent, et qu'on construise en fait une vraie relation de confiance. Les banques aujourd'hui en ont marre que les personnes viennent, signent des contrats de crédit, et puis finalement après se barrent, ou n'importent pas leur compte, parce que là où les banques gagnent de l'argent, c'est sur les flux bancaires, sur les cartes de crédit, etc., etc. Et finalement, beaucoup de personnes prenaient le crédit et finalement n'amenaient jamais les comptes, ne revenaient jamais, ou alors revendaient le bien et puis disparaissaient. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que là, en fait, ils veulent reconstruire une situation pérenne. Mais sachez qu'en tout cas, si vous tombez dans la banque aujourd'hui qui a un pouvoir de délégation élevé, c'est-à-dire un pouvoir de décision, plus la banque a un pouvoir de décision élevé, plus elle a la possibilité d'appuyer sur on
quand elle est en face de vous. Moi, aujourd'hui, personnellement, rien que dans une de mes banques, je suis endetté à 67%, alors que tout le monde me dit 35%, après au-dessus, c'est pas possible. Dans une de mes banques, j'en ai 4, d'accord? Donc, si on mettait tous mes crédits, je serais endetté à plus que 100%. Donc, il faut bien comprendre que aujourd'hui, c'est une façon de parler, hein, plus que 100%, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il faut comprendre aussi qu'il y a possibilité de jongler entre les différentes banques. Les banques ne communiquent pas entre elles. Chaque banque aujourd'hui peut prendre son taux de risque. Donc, si jamais vous ouvrez plusieurs comptes dans plusieurs banques, vous pouvez très bien emprunter plusieurs fois dans plusieurs banques. Tout est faisable. Surtout, ne vous arrêtez pas à ce qu'on peut vous dire. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs ne vous disent pas toute la vérité, rien que la vérité. Et vous verrez que vous-même, sur votre chemin d'investisseur, à un moment donné, vous direz putain, mais c'est pas possible, c'était aussi simple que ça. Mais ça, malheureusement, pour le savoir, il faut se lancer. Secret numéro 2, comment investir sans apport ou avec un petit revenu. Donc là, je vais vous expliquer très bien ce qu'on appelle le financement à 110%. Alors là, encore une fois, les règles du HCSF disent que à partir de l'année prochaine, l'apport sera obligatoire. Oui. Alors, l'apport obligatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais commencer tout de suite pour que vous compreniez. L'apport obligatoire veut dire, en fait, aujourd'hui, la banque veut bien s'engager avec vous à condition que vous aussi, vous prouviez votre engagement via justement l'investissement sur un apport. Alors, il y a plusieurs façons de ne pas donner d'apport. Vous pouvez très bien aujourd'hui, au lieu de donner un apport, vous pouvez très bien décider, par exemple, de dire à la banque, voilà, aujourd'hui, j'ouvre une assurance vie chez vous où je vais placer en fait cette somme d'argent de 10 000 ou de 20 000 euros. Au lieu de les donner en fait dans le crédit, que je trouve que c'est une débilité, je vais les mettre sur une assurance vie qui ne sera pas bloquée. Et donc, je vais ouvrir ça chez vous. Et voilà. Donc, vous pouvez très bien faire ça. Et au bout de 6 mois, arrêter le contrat, récupérer votre argent. Bon, je ne vous conseille pas si vous voulez construire une situation pérenne avec la personne. Mais au bout d'un an, chacun prend ses dividendes. Et puis, vous pouvez très bien retirer l'argent sans problème. C'est une première option. Après, vous pouvez très bien aussi proposer des contreparties. Au lieu du financement à 110% avec de l'apport, vous pouvez proposer des contreparties, comme des choses où ils gagnent de l'argent, donc l'assurance vie, l'assurance PNO, personne non occupante, l'assurance d'un immeuble, l'assurance ou d'un appartement, l'assurance de votre voiture. Il y a pas mal de choses ou des placements qui peuvent être proposés à la banque, des choses ou des contreparties intéressantes où ils gagnent plus d'argent et finalement pouvoir faire effacer cette demande d'apport. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'apport aujourd'hui est demandé la plupart du temps pour payer les frais de notaire, les frais de garantie, frais de cautionnement. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la banque aujourd'hui, la banque normalement est censée financer uniquement la valeur du bien. C'est-à-dire que si demain, admettons, vous n'arrivez pas à payer, elle veut pouvoir récupérer son argent. D'accord? Donc si aujourd'hui elle veut pouvoir récupérer son argent, si le bien vaut 100 000 euros, d'accord? Et qu'il y a, je dis une connerie, 10 000 euros de frais de notaire, que vous ne les donnez pas et que demain il y a un problème, la banque va revendre le prix du bien à 100 000 euros pour elle. D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle aura 10 000 euros qu'elle ne pourra pas récupérer. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire dans le montage de votre dossier bancaire, c'est prouver que le bien, au moment où vous l'achetez, vaut plus cher que le montant tout inclus avec les frais de notaire. D'accord? Donc là, à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est des estimations de valeur vénale dans plusieurs agences. C'est-à-dire, vous allez faire estimer le bien après les travaux. Vous allez apporter à votre banque à ce moment-là la preuve que le bien, après les travaux, vaudra bien plus cher que le montant emprunté plus les frais de notaire. Et donc, automatiquement, vous lui prouverez que le bien, donc l'argent dans lequel il va placer, pourra lui, en tout cas à la banque, pour être récupéré facilement, puisque l'investissement que vous avez fait vaut bien plus cher que le prix que vous y avez mis. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une chose importante à comprendre. C'est quelqu'un qui vous prête de l'argent, il faut lui prouver que son argent est en sécurité et que si jamais demain il y a un problème, il peut le récupérer. À ce moment-là, vous pouvez automatiquement mettre plus de chances, en tout cas de votre côté, pour avoir du sans-apport. Après, je vais vous donner d'autres méthodologies. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un sans-apport? Ça veut dire un prix aujourd'hui qui va être prêté par la banque, qui va comprendre le prix d'acquisition, donc le prix d'achat, les frais de notaire, donc les émoluments notariés, les frais d'agence, les travaux et les meubles. D'accord? Là-dessus, la banque, il est possible, par exemple, qu'elle refuse de vous financer les meubles, elle refuse de vous financer les frais de notaire ou les frais d'agence. Voilà, c'est possible. D'accord? À ce moment-là, voilà ce qu'on va faire. Pour le financement de tes meubles, il suffirait par exemple de demander à ton artisan d'intégrer le prix des meubles dans le coût de tes travaux pour avoir un devis à intégrer dans le financement. Si ton artisan veut bosser avec toi, tu peux très bien lui demander le devis est à 2 000 euros, mais mets-le à 15 000 s'il te plaît, parce que j'ai besoin de 5 000 euros supplémentaires pour acheter mes meubles. Et à ce moment-là, lui, il va travailler avec vous, vous donnez le devis, vous débloquez l'argent à la banque. Une fois que vous avez l'argent, vous achetez vos meubles et pas de souci. Au moins, vous n'avez pas eu en fait à négocier de rentrer les meubles, surtout que la banque dit non. La banque ne finance pas les meubles pour la même raison que je vous ai cité tout à l'heure. Les seuls meubles qu'elle dédicace, les seuls meubles qu'elle vous inclut dans le crédit, c'est les meubles en fait qui vont être intégrés à la maison.
c'est-à-dire les meubles de cuisine, les meubles de salle de bain. Tout ce qui est figé et qui est nécessaire à la revente d'un bien, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement d'un bien, ça, ces meubles-là, vous les financez, c'est normal puisque ça fait partie du bien immobilier. Par contre, tous les meubles qui ne sont pas fixes, ceux-là ne seront pas inclus dans le prêt. Okay, donc ça, il faut bien le retenir. Pour elle, si demain, je sais pas, vous partez d'un seul coup, vous disparaissez, vous n'allez pas partir avec la cuisine et le meuble de salle de bain. Donc pour elle, c'est rassurant. Par contre, les meubles, il est possible que vous les ameniez. Donc elle ne veut pas investir dans les meubles, surtout que ça se détériore rapidement. Donc pour elle, ce n'est pas un bon investissement. Donc ça, c'est important. Vous avez cette première solution. Deuxième option, vous pouvez très bien contacter une décoratrice d'intérieur qui va, elle, inclure les meubles dans le prix de sa décoration. Donc va faire une prestation de décoration d'appartement incluant les meubles. Donc ça, sans problème. Et après, vous pouvez aussi trouver des sociétés d'ameublement clé en main qui vous délivrent à la fois le devis et la facture avec une prestation donc, de décoration et d'ameublement, prestation de service, que vous pourrez intégrer très facilement dans le crédit bancaire, tout en bénéficiant d'un ameublement clé en main. D'accord ? Donc là, il y a vraiment ces trois méthodologies et ça se passe toujours très, très bien. Deuxième chose, le financement des frais d'agence et éviter d'utiliser ton apport. Encore une fois, tu arrives devant la banque, ton bien, par exemple, vaut 100 000 euros, il y a donc 8 000 euros de frais d'agence. Bon, généralement, c'est entre 4 000 et 8 000. La plupart du temps, maintenant, ils sont à 6%. Donc, on va dire 6 000. On va dire qu'il y a 6 000 euros de frais d'agence. Donc, si tu arrives à la banque et que tu as ton prix d'acquisition, c'est 100 000 euros. Donc, 100 000 euros de prix d'acquisition, auquel tu vas rajouter 6 000 euros de frais d'agence. La banque, elle va dire, OK, moi, je vous finance donc je vous finance le prix du bien, mais pas les frais d'agence. Donc, pour éviter cette problématique, encore une fois, il va falloir tu utilises, il y a deux solutions, ce qu'on appelle la charge vendeur ou la charge acquéreur. Donc, les frais d'agence, tu peux les avoir soit à la charge de l'acquéreur, c'est-à-dire la personne qui achète, qui va payer les frais d'agence, ou soit à la charge du vendeur, à la personne qui vend. Charge vendeur, ça veut dire c'est la personne qui vend qui paye les frais. Charge acquéreur, c'est la personne qui achète qui paye les frais. Si jamais c'est à charge acquéreur, ton bien immobilier, tu l'achèteras donc 100 000 euros plus 6 000 euros. C'est comme ça que ça sera marqué à la banque. Si tu l'achètes à charge vendeur, c'est-à-dire que le vendeur te le vend 106 000 euros, tout inclus. Donc le montant du bien, c'est un prix qui est majoré par les frais qui sont annexés au-dessus. Et après, quand une fois tu auras donc ton montant 106 000 euros, au niveau de la banque, le bien vaut bien 106 000 euros, mais c'est l'acquéreur qui, lui, va payer, donc rétrocéder la commission à l'agence immobilière. Mais toi, en tout cas, le bien, sachant qu'il est marqué étant comme valoir 106 000 euros, ça te permettra justement de ne pas avoir à les négocier à la banque. La banque te prêtera 106 000 euros, point. Tu peux faire la même chose pour les frais de notaire, sauf que ça s'appelle l'acte en main. C'est exactement le même procédé. Le principe de l'acte en main, c'est très simple, hein, comme je te l'ai expliqué, 8% de frais de notaire. Donc, deux choses. D'un côté, tu vas avoir un bien qui va valoir 100 000 euros, donc 8% de frais de notaire, donc tu vas payer donc 100 000 euros plus 8 000 euros, ça va faire 108 000 euros, donc acte en main. Ou alors 100 000 plus 8 000 euros, donc frais de notaire séparés. Aux yeux de la banque, d'un côté, les frais de notaire sont séparés, d'un côté, les frais de notaire sont inclus. Il est beaucoup plus facile de te faire financer un bien intégralement si jamais il inclut les frais de notaire et les frais d'agence, puisque aux yeux de la banque, la valeur du bien est plus élevée, point. Et encore une fois, si tu rajoutes à côté des estimations de valeur vénale prouvant bien que des professionnels de l'immobilier ont bien certifié que le bien valait plus cher que le montant emprunté plus les frais de notaire et les frais d'agence, ça permet de rassurer la banque et de te garantir un sans apport. OK ? Donc, le principe de l'acte en main, bon, certaines personnes me disent ça revient au même, quoi qu'il arrive, je paye quand même les frais de notaire, etc. Oui, tu payes quand même les frais de notaire, mais le but, en fait, si tu veux, c'est d'utiliser l'effet de levier bancaire au maximum, de pouvoir bénéficier justement de cet avantage de conserver ta trésorerie le plus longtemps possible, plus vite, plus longtemps tu conserveras la trésorerie, plus tu pourras enchaîner les investissements immobiliers et plus automatiquement tu pourras gagner de l'argent. Donc ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que plus tu vas conserver ton argent, plus tu pourras investir en immobilier. Les banques vont regarder, plus tu as d'épargne, moins ils te demandent de mettre de l'apport. C'est comme ça, parce que ta situation les sécurise, ton scoring est plus élevé et automatiquement, tu as une meilleure situation. Okay ? Donc voilà, ce sont les méthodes que moi-même j'utilise pour ne pas mettre d'apport dans mes investissements, comprendre ce qu'on appelle l'effet bancaire, l'effet de levier bancaire change tout. La banque te permet de contracter un crédit que tu fais payer par le locataire et en plus, tu peux mettre de l'argent dans ta poche. Secret numéro 3, comment te constituer une trésorerie grâce à ton premier investissement immobilier. Donc là, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle le différé d'emprunt. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le différé d'emprunt? Le différé d'emprunt, c'est ce que tu utilises quand tu achètes un bien avec des travaux. Ce bien, en fait, avec des travaux, va te permettre tout simplement
de négocier la durée la plus longue en termes de différé. Alors bien sûr, tu pourras pas en fait demander un différé bancaire sur un bien qui n'a pas de travaux. C'est pour ça que c'est essentiel de comprendre qu'un bien avec des travaux va t'aider sur tous les facteurs en fait de ta négociation, que ce soit au niveau de la fiscalité, au niveau de la négociation de ton crédit, etc., etc. Donc ça, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu achètes un bien. Pendant tes travaux, bien sûr, tu peux négocier avec la banque que tu n'aies pas de crédit, puisque tu n'as pas encore le locataire dedans. Donc, si tu n'as pas le locataire dedans pendant ce temps-là, tu n'as pas de revenu locatif, tu ne vas pas payer un crédit. Donc là, en fait, tu peux négocier un différé total. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, tu as vu l'échelle du temps tout à l'heure, en moyenne, si tu prends un immeuble que tu rénoves de haut en bas, on va compter entre 5 et 6 mois de travaux. Allez, on va dire 7 pour être tranquille. On va dire 7 mois de travaux. Si aujourd'hui, tu as 7 mois de travaux dans ton immeuble, ça veut dire que si, regarde, tu prends un différé, par exemple, de 24 mois tout en bas, ça va te permettre, en fait, d'avoir, si tu fais 24 moins 17, ça te fait 8 mois, donc 8 mois à peu près 7 mois, je veux dire, de différé, enfin de différé utilisé puisque tu as tes travaux, et ça te laisse 17 mois de revenus locatifs sur lesquels tu n'as pas de crédit. Donc là, tu vas me dire, Jérémy, je vois pas l'intérêt. Moi, le plus important, plus vite je paye, plus vite je rembourse la dette. Sauf qu'en fait, c'est pas toi qui rembourse la dette, c'est le locataire. Donc peu importe. Et bien sûr, comprends bien que tous les frais générés par le crédit, ce sont des charges déductibles qui réduisent ton bénéfice taxable et donc ton imposition. Donc aucun intérêt de trop se presser. L'important, c'est de faire une trésorerie et je vais t'expliquer comment. Je te donne un exemple. Si jamais tu empruntes, par exemple, 200 000 euros sur 25 ans, tu regardes à gauche, 200 000 euros sur 25 ans, avec une mensualité, par exemple, de 850 euros par mois. Loyer hors charge, généré par ce bien, 2 000 euros par mois, différé 24 mois. Fin des travaux et mise en location, par exemple, au bout de 7 mois. D'accord ? Donc, si tu mets aujourd'hui ton bien au bout de 7 mois en location, il te restera donc 17 mois, d'accord ? 17 mois de revenus locatifs, puisque tu as pris un différé de 24 mois, d'accord ? 24 mois moins 7, il te reste 17 mois. Ces 17 mois de revenus locatifs qui vont te permettre de rentrer de l'argent dans ta poche sans payer de crédit, d'accord ? Ça veut dire qu'avant même d'avoir mis de rembourser ta première mensualité de crédit, tu auras mis 34 000 euros de côté. Comprends la puissance de ce que je viens de t'expliquer. C'est-à-dire qu'avec ton premier investissement immobilier, tu achètes ton bien et donc tu vas générer une trésorerie. Cette trésorerie que tu vas réussir à mettre de côté, donc 34 000 euros, là tu vois, en quel cas, 34 000 euros, ce que tu vas faire, tu vas les mettre de côté. Le but, ce n'est pas de les dépenser pour aller aux Bahamas. Mais en admettant, donc tu les as mis de côté, tu as tes 34 000 euros, alléluia. Donc ce que tu vas faire avec ces 34 000 euros, tu vas, mettons, demain, refaire un deuxième investissement. La banque, elle te dit, bon voilà, écoutez, Bastien, moi, aujourd'hui, je veux bien vous reprêter. Par contre, la première fois, je vous ai prêté sans apport, j'ai joué le jeu. Là, maintenant, je vais vous demander un peu d'apport. OK, combien ? Je ne sais pas, au moins 10 000 euros. Donc, très bien, tu as 34 000 euros. Donc là, ce que tu fais, tu lui donnes 10 000, il te reste, toi, 24 000. Pas de problème. Sur l'investissement d'après, tu reprends un différé de 24 mois, puisque tu as encore des travaux. Tu ne fais pas 34 000 euros, mais allez, tu as prévu de faire 26 000 euros, par exemple, de différé. Donc, ça te fait, tu avais donc 34 moins 10, donc ça te fait 24, 24 plus 26, 26 000 euros du nouveau crédit que tu as fait, du nouveau différé que tu as mis de côté, ça te fait donc 50 000. Deuxième investissement, donc tu as réussi au total à mettre 50 000 euros de côté. Alors là, tu dis, bon, tu commences à être bien, tu veux faire un troisième investissement à la banque te dit, bon voilà, aujourd'hui je vous ai suivi sur le premier avec 0, le deuxième avec 10 000, sur le deuxième je vous demande 20 000. Pas de problème, tu as 50 000 euros de côté qui ne sont pas à toi, tu le rends. Tu rends à la banque 20 000, il te reste toujours 30 000 pour sécuriser tes investissements, tes loyers impayés, continuer à garder de la trésorerie. Donc là, tu lui donnes 20 000. Sur l'investissement d'après, tu achètes plus gros, tu achètes 7 appartements. Le différé ne va pas te rapporter 34, mais va te rapporter 40 000. 40 000 plus les 20 000 que tu as, ça te fait 60 000. 60 000, enfin, tu as compris le schéma. En fait, si tu veux aujourd'hui, si tu fais bien ton premier investissement immobilier, logiquement, tu ne dois jamais t'arrêter de pouvoir investir. Sur ton premier investissement, tu mets toutes les chances de ton côté pour faire bien les choses. C'est-à-dire que voilà, tu apprends, tu te formes, machin, etc. Tu mets en place les bonnes stratégies. Sur le premier investissement, tu mets 30 000 euros de côté. Une fois que tu as la trésorerie et l'investissement qui fonctionne, tu es inarrêtable. C'est impossible que tu t'arrêtes d'investir. C'est impossible. À chaque bien, tu vas générer une trésorerie supplémentaire. Cette trésorerie, si la banque te demande de l'apport, eh bien, tu lui donnes. Je te donne un exemple. On ne va pas lui donner, mais c'est une façon de parler. D'accord ? Si jamais même tu dois lui donner, tu lui donnes. Tu t'en fous, tu lui rends son argent et après, tu vas lui reprendre de l'argent en suivant. Et Bastien, tu as raison, le premier investissement, c'est le plus important. C'est pour ça que des fois, quand on matraque les personnes, quand je dis on, parce que je ne suis pas le seul à le dire, mais quand on matraque les personnes, à leur dire formez-vous, apprenez les choses avant de vous lancer, c'est pas pour rien, c'est vraiment parce que le premier investissement, c'est votre passeport. C'est le passeport d'investisseur. C'est vraiment le plus important à faire.
Oui, Lucas, le mieux, c'est de prendre un différé de 24 mois total et c'est facilement négociable avec les bonnes techniques, le bon dossier bancaire. Oui, c'est facilement négociable. Mais c'est comme tout. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui font du sport, etc. Mais c'est comme le premier cours de boxe. Au départ, tu arrives, bon, mais voilà, la garde, elle est trop basse, tu as tendance à regarder le sol, donc tu prends des uppercuts. Et puis, à force de venir, tu commences à apprendre à lever la tête, à lever la garde. Et puis, de petit à petit, tu prends de moins en moins de coups. C'est exactement pareil, en fait. Aujourd'hui, dans n'importe quoi que vous puissiez faire dans la vie de tous les jours, vous apprendrez par vos erreurs. Il y a 2 façons d'apprendre. Soit j'apprends par mes erreurs, ou soit j'apprends par les cours que je vais prendre. Donc, c'est les 2 seules façons pour apprendre. Et ça, quoi qu'il arrive, c'est indéniable, c'est inévitable. Dans tout ce que vous avez fait, que vous apprenez l'anglais, vos métiers, même banquier, mécano, pâtissier, peu importe, tout le monde est passé par la case école pour apprendre son métier. Pourquoi aujourd'hui ça serait différent? Pourquoi aujourd'hui l'investissement immobilier pourrait être exonéré de ça? Parce que sous prétexte qu'il y a des vidéos sur Internet qui sont gratuites. Au même titre que j'ai jamais vu un pâtissier qui est devenu pâtissier parce qu'il a appris des recettes sur YouTube. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que l'entraînement, la connaissance, il faut absolument apprendre avant de se lancer. Une bonne préparation te garantira un avenir, une réussite assurée. Si aujourd'hui j'avais 4 heures pour abattre un arbre, je passerais 3 heures à abattre ma hache. J'ai adoré, à affûter ma hache. J'ai adoré ce concept que j'ai piqué à quelqu'un. Hein. Je ne sais plus qui a sorti ce dicton, mais je l'ai adoré. C'est vrai, 3 heures de préparation te vaudra peut-être 2 minutes pour couper l'arbre, alors que si jamais tu ne prépares pas ta hache, peut-être qu'au bout de 5 heures, tu es encore en train de taper dedans, l'arbre n'est pas tombé. Donc c'est hyper important de comprendre que la préparation est essentielle. Donc, voilà. Le fait de demander un remboursement du différé, est-ce que c'est gratuit? Y aura-t-il des frais supplémentaires? Alors, un remboursement du différé. Alors, je ne sais pas si c'est un remboursement que tu voulais dire, mais si tu demandes un différé, le différé est payant, bien sûr, hein, ça va te coûter 2 ou 3 000 euros. Mais en fait, ça ne va pas te coûter 2 ou 3 000 euros. En fait, toi, ça ne va rien te coûter. Ça va te coûter au locataire. Ce n'est pas toi qui rembourse le crédit. Et en plus, n'oublie pas que l'ensemble de tes frais, comme les intérêts d'emprunt, sont déductibles de ton bénéfice taxable et donc réduits de ton imposition. Donc, en fait, si ce n'est pas remboursé par le locataire, c'est les impôts qui te le remboursent. Donc, aucun intérêt de se poser la question, Julien. Le plus important, c'est de te dire comment je vais réussir à amasser un maximum d'oseille pour ne jamais, jamais, jamais m'arrêter. D'accord? Le banquier n'est pas obligé de savoir qu'on fait une transaction acte en main. Le banquier va le savoir, bien sûr, il va te demander où sont les frais de notaire. Et ils sont où les frais de notaire? Et là, tu vas lui expliquer qu'est-ce qu'un acte en main, et puis voilà, basta, hein, aussi simple que ça. Donc l'acte en main, il y a 2 façons de l'expliquer. Je vais te donner un petit tips rapide. Si aujourd'hui tu dis que l'acte en main est inclus dans le prix de vente, bon, t'es foutu. Si tu dis qu'aujourd'hui le prix de vente était du montant annoncé et qu'il voulait que tu payes les frais de notaire en plus, et que tu as négocié que les frais de notaire ne soient pas en plus, mais que ce soit lui qui les paye, c'est totalement différent. Donc, c'est à toi de bien expliquer au banquier que les frais de notaire ne sont pas inclus dans le prix de vente, mais qu'ils étaient en supplément et qu'au lieu de négocier sur le montant du prix du bien, tu as négocié le montant des frais de notaire. D'accord? Donc, c'est à peu près, moi, c'est à peu près ce que j'explique. Mais bon, après, je détaille plus de choses, mais bon, voilà. Donc voilà pour l'explication. Donc voilà, aujourd'hui, pour tous ceux qui disent c'est compliqué, aujourd'hui, 2021, le différé, l'emprunt sur 25 ans, pas de problème, mes élèves y arrivent, 25 ans, ils y arrivent, 0 d'apport, ils y arrivent encore, différé de 24 mois, ils y arrivent encore. Aucun problème. Donc voilà comment devenir rentier à crédit en moins de 5 ans. Si je l'ai fait, bien sûr, tu peux le faire. Rappelle-toi, j'ai arrêté l'école à 14 ans, j'ai pas le bac, j'ai pas le brevet, je viens pas d'une famille riche. J'avais un père électricien, une mère au foyer. Mon père gagnait 1 800 euros par mois, ma mère ne gagnait rien du tout. Voilà, j'ai connu des Noëls avec une paire de chaussons sous le sapin. Bref, je viens pas du tout d'une famille dorée et pourtant j'ai réussi. Donc si j'ai réussi, tu peux y arriver. Mais c'est pas tout. Je vais également t'expliquer certains bonus et prépare-toi parce que ça va être vraiment intéressant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand ils étudient leur marché, vont aller chercher la ville rentable, chercher le bien, puis le locataire. C'est une connerie. Il ne faut pas faire ça. Je ne vais pas te révéler toute la méthode pour trouver la ville rentable parce que ça serait vraiment trop long, mais je vais te donner la dernière astuce, en tout cas la plus importante pour moi, que je mets à la fin de chacune de mes recherches. Leboncoin.fr. Alors, qu'est-ce que je fais sur leboncoin.fr? Leboncoin.fr, c'est un site qui est magique. Qu'est-ce qu'on fait sur ce site? Alors, on fait beaucoup de choses. Encore une fois, on est un peu limité par le temps. Il est déjà 22, ça fait 1h30 qu'on est là. Donc, il faut que je sois concis puisque sinon, je n'aurai pas le temps de tout expliquer. J'ai encore plein de choses à te dire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais sur Leboncoin? Je fais ce qu'on appelle une annonce test.
Alors, qu'est-ce que c'est une annonce test? C'est-à-dire qu'en fait, je vais aller tout simplement dans la ville cible, je vais aller piquer, avec mon téléphone, je vais aller piquer des photos, c'est-à-dire je vais aller sur d'autres annonces, je vais faire des captures d'écran pour piquer les photos en fait qui sont déjà des personnes qui ont déjà mis des biens en location. Donc, je vais piquer leurs photos, je vais enlever le logo Le Bon Coin tout simplement en agrandissant la photo, refaisant une capture d'écran, comme ça coupe le logo Le Bon Coin. Et donc, je vais utiliser cette photo et je vais recréer une annonce et je vais dire voilà, bien à louer. Sur le secteur, par exemple, d'Angers, donc dans la rue passante, à côté des transports, non loin de l'université Intel, desservi par telle ligne de bus, au pied de tel endroit, etc., etc. Et donc, je vais faire 3 annonces comme ça, avec 3 styles différents et 3 prix différents. Et je vais publier comme si j'avais déjà les appartements. Aussi simple que ça. Je suis déjà propriétaire, je publie. D'accord? Donc là, ce qui va se passer, je vais avoir des personnes qui vont m'appeler. Donc, si je vois déjà, premièrement, qu'au vu du nombre d'appels, je suis harcelé d'appels, je me dis, OK, très bien, il y a de la demande. C'est vraiment le marché qui me le dit, c'est pas ce que j'ai imaginé, c'est pas ce que j'ai cherché, c'est le marché qui me répond. Donc, le marché me dit, Jérémy, à 580 €, il y a de la demande. À 620, il y a de la demande. À 680, zéro. Zéro demande. Donc, 680, je sais que je ne louerai pas ce prix-là. À 520, j'ai de la demande. À 480, j'ai de la demande. Donc, je vais me concentrer à 520, puisque c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement non pas juste mettre une annonce, mais je vais décrocher au téléphone. Je vais mettre mon numéro et je vais décrocher à toutes les personnes qui vont appeler. Et donc là, ce qui va se passer, je te révèle une astuce. Je te révèle une astuce, attention, une astuce qui est dans ma formation payante, hein, d'accord? Honnêtement, quand je te dis je vais te révéler du contenu exceptionnel ce soir, je t'ai pas menti et c'est gratuit. Donc, moi, ce que je fais, je prends tout simplement, alors à l'époque, je prenais un papier et un stylo. Pour mes élèves, j'ai créé tout un tableau, etc. Mais ce que je fais, en fait, je vais décrocher à toutes les personnes qui vont m'appeler et je vais tout simplement prendre le temps de leur poser les questions. Et je vais leur dire, voilà, oui, bonjour, vous m'appelez pour l'appartement, oui. Alors en fait, si vous voulez, sur l'appartement, je suis désolé, il n'est plus disponible. Ah mince, bon, mais tant pis. Attendez. Par contre, j'ai des amis qui sont investisseurs dans le secteur, qui eux aussi ont des immeubles en cours de travaux, qui sont en train de les rénover. Et je crois qu'il y a un ami qui m'a dit que ces appartements étaient terminés. Donc ce que je vais faire, je vais prendre vos informations et je vais lui passer. Et comme ça, il vous rappellera. Alors dites-moi exactement qu'est-ce que vous recherchez comme type de bien. Et là, je vais faire une étude de marché approfondie. Je vais poser tout simplement des questions et là, ils vont s'ouvrir comme un livre ouvert. Ils vont me dire, voilà, je cherche tel type de bien, dans telle rue, de telle dimension, à tel prix. Et là, je vais en profiter, je vais dire, bon, voilà, d'accord, ok, très bien. Alors, je sais que mon ami, il est un peu sur les critères, etc. Vous êtes en CDI. Alors oui, moi, je suis en CDI, je gagne tant, très bien, pas de problème. Vous êtes seul pour le loyer ou vous êtes deux? Ah ben non, on est deux. Ok, très bien. Monsieur fait quoi dans la vie? Ah, il fait ça. Ok, très bien, pas de problème. Ou alors, si c'est un jeune, vous êtes caution, vous portez caution, quel est quel revenu vous gagnez, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et en fait, grâce à ça, toutes les personnes que je vais avoir au téléphone, ils vont me ramener en fait des informations précises, puisque si par exemple j'ai 10 personnes, sur ces 10 personnes, c'est 10 personnes avec des bonnes situations, qui recherchent dans des revenus, avec des revenus donc convenables, qui recherchent par exemple un appartement. Je donne un exemple. Je suis dans la ville d'Angers, ils recherchent dans la rue Montpont. Hein, c'est un exemple, je ne connais pas Angers, mais dans la rue Montpont. Et je vois que tous, ils cherchent autour de ce secteur. Mais je sais que maintenant, je vais appeler mon agent immobilier, il faut qu'il me trouve des biens dans ce secteur. Tout simplement, c'est le quartier le plus recherché. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que des personnes se prennent la tête vraiment, parce qu'ils rendent l'immobilier compliqué. L'immobilier n'est pas compliqué. Il suffit tout simplement de connaître les bonnes méthodes. Et finalement, quand tu as les bonnes méthodes, eh ben, tu as vu, tout devient simple. Regarde, en 2 secondes, il m'a suffi de 3 fausses annonces pour que, en regroupant les informations, je sache si les personnes qui cherchent, c'est des familles monoparentales, des familles, des étudiants, des seniors. Est-ce qu'ils sont là pour 1 an, 2 ans? Est-ce qu'ils cherchent du meublé, du non meublé? Dans quelle rue ils cherchent? À quel prix? Quelles sont leurs situations? Est-ce qu'ils attendent des aides de la CAF? Est-ce qu'ils sont éligibles aux garanties loyers impayés parce que les revenus sont assez élevés? Est-ce qu'ils ont des CDI, etc. Et en fait, je vais pouvoir, en fait, avec toutes ces informations, savoir si oui ou non c'est le bon secteur, si oui ou non c'est la bonne ville, si oui ou non je suis au bon endroit. D'accord? Donc c'est très simple en fait, il n'y a rien de compliqué. Et surtout que ça va me rassurer puisque j'ai pas encore mis la vraie annonce, mais déjà avec cette vraie fausse annonce, je sais déjà que demain, quand je vais louer, je serai harcelé d'appels. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est hyper important de comprendre que c'est vraiment une astuce incroyable que je suis en train de te donner maintenant. Donc voilà, c'est du profilage de locataire, ouais, tout à fait. En fait, j'ai besoin de connaître le profil du locataire. Et quand tu connais vraiment le profil, ta cible, quand tu connais ta cible, tu n'as plus tout simplement. Tu t'imagines, Bastien,
D'ailleurs, pour les autres, c'est valable. Le nombre d'inventeurs, le nombre de personnes qui ont créé des produits exceptionnels qui n'ont jamais vendu. Pourquoi? Parce que c'est exceptionnel, mais tout le monde s'en fout. Personne n'en a besoin. Fais un studio dans une ville où ce sont que des familles qui cherchent, tu l'auras jamais. Fais un appartement 3 pièces dans un endroit où c'est que des familles monoparentales ou des étudiants, tu l'auras jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important. Il faut écouter la demande. Ne fais pas une offre et va chercher la demande. Non, tu écoutes la demande et tu crées ton offre. C'est exactement comme ça que ça doit se passer. Ok. Donc voilà pour cette astuce numéro 1. Astuce numéro 2. Comment augmenter son cash flow? C'est très simple. Tu prends la durée la plus longue possible de ton crédit. Ne va pas me chercher du 10 ans, ne va pas chercher du 15 ans, va chercher du 20 ans, du 25 ans. Plus la durée est longue, et automatiquement, plus la mensualité de crédit sera basse. Automatiquement, tu prends une masse comme ça, tu la tires, plus tu la tires, et plus elle s'étire, et plus elle devient fine. Exactement pareil. Le crédit, il faut que tu le prennes, tu l'étires le plus loin, 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 et plus tu peux le tirer loin, plus la mensualité va descendre. Plus la mensualité de crédit va descendre, plus automatiquement la mensualité du revenu locatif, elle ne va pas bouger, mais plus le crédit descend, plus le revenu locatif est élevé, et donc plus ton cash flow est élevé. Et donc, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, oui, ton crédit est plus long, il y a plus d'intérêts, mais on s'en fout, les intérêts sont déductibles de tes revenus imposables, le crédit est payé par tes locataires, donc tout ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est le cash. Plus tu vas gagner d'argent tout de suite, plus tu vas augmenter ta capacité d'emprunt, et plus tu pourras emprunter, et emprunter, et emprunter, et emprunter. Donc, il faut bien comprendre que c'est hyper important de prendre toujours sur la durée la plus longue possible. Ok. Première astuce. Deuxième astuce. L'effet waouh. Qu'est-ce que j'appelle l'effet waouh? Aujourd'hui, c'est important de comprendre que là, regarde à gauche, tu as l'appartement de Mamie Ginette. Donc, Mamie Ginette, elle vient de se barrer en thérapie ou en soins, ou peu importe, ou chez des enfants. Elle s'est barrée. Elle s'est barrée, elle a tout laissé dans son jus. Ses enfants lui ont dit, mais oui, mets-le en location, tu verras, ça va marcher. Pas de problème. Donc, Mamie Ginette, elle a mis son appartement à 60 mètres carrés à 850 euros, pas de problème. À côté, il y a le petit-fils. Il est arrivé dans l'appartement de Mamie Ginette, il a tout défoncé. Il a dit bah, écoute, mamie n'est plus là, je vais tout défoncer, je vais transformer le 2 pièces en 3 pièces, puisque 60 mètres carrés, ça s'y prête. Je vais refaire une belle petite déco. Au lieu de 805 mètres carrés, je vais le louer 1450. Ce qui représente quand même 600 euros de plus que Mamie Ginette. D'accord? Donc, ce qui représente quand même 7000 euros à l'année. Je vous laisse calculer sur 10 ans, ça fait 70 000. Même s'il a fait 10 000 euros de travaux, il en a gagné 60, sans compter la plus-value. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, si jamais vous êtes malin dans vos investissements immobiliers, cherchez du 2 pièces à transformer en 3 pièces. Cherchez du 3 pièces à transformer en 4 pièces. Ou alors même en coupant en deux. Des fois, j'ai des 4 pièces que j'ai divisées en deux et j'ai fait 2 appartements. Il y a plein de choses à faire. Cherchez toujours des travaux. Allez toujours faire des travaux. Allez toujours rénover le bien avec vous. Quand vous faites visiter votre appartement, mettez-le en situation. Là, je suis en train de vendre un appartement. Il est en situation. Il y a le canapé, il y a la télé, il y a tout en place. Je ne vis pas dedans, mais tout est en place comme s'il n'y avait plus qu'à poser les valises. C'est hyper important pour que les personnes arrivent à se projeter. Moi, ce que je fais quand je mets mon appartement à louer, mes appartements à louer, je mets la table comme il avait fait, je mets le couvert, j'allume la télé avec Netflix dessus, je pose un petit plaid sur le canapé pour que les personnes commencent à s'imaginer, se projeter. Quand ils passent la porte, ils voient Netflix, on voit le canapé, ils voient le plaid, là on commence à rentrer dans l'hiver. T'as vu, chérie, on serait bien sur le canapé en train de regarder Netflix avec le petit plaid. Ça se dit, ils se le disent dans leur tête. J'ai mis en plus dans mon meublé, j'ai mis la machine à café, la machine à pain toasté, etc. Ils commencent déjà à se projeter, à se faire du pain grillé, etc. Ça y est, ils sont dedans. Les gens aujourd'hui recherchent du confort. Ils sont prêts à payer cher pour avoir du confort. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que auquel cas, vous décidez de faire des marchands de sommeil, c'est-à-dire des appartements comme Mamie Ginette, vous aurez les locataires que vous méritez. Alors bien sûr, vous n'allez pas vous emmerder avec les travaux. Par contre, vous aurez des locataires que vous méritez, c'est-à-dire vous n'allez pas recruter les meilleurs locataires, des fois des locataires qui payent peu ou qui ne payent pas, des locataires qui font du bruit, avec qui ça se passe mal. Voilà, aujourd'hui, en fait, on a vraiment ce qu'on mérite. Si vous prenez le temps de faire un logement de qualité, vous prenez le temps de discuter avec vos locataires, vous prenez le temps de lui expliquer l'importance que le logement a pour vous et le temps que vous avez passé dedans à le rénover. Si vous lui montrez que le bien lui-même a de la valeur, que le contrat, le bail de location que vous allez signer a de la valeur, que vous ne le signez pas sur un pas de porte en vous barrant au courant, mais que vous essayez bien en lui expliquant, en lui relisant ses obligations, en lui rappelant également que vous avez des obligations, mais en lui expliquant que c'est vraiment un intérêt commun. Si vous prenez le temps de faire tout ça, vous n'aurez jamais de loyer impayé, vous n'aurez jamais de problématique et vous l'aurez plus cher que les autres personnes
Et surtout, retenez bien quelque chose d'important, faire une belle décoration permet premièrement de louer tout de suite, de choisir ton locataire et de surtout de garder son locataire le plus longtemps possible. Parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Un locataire qui est heureux, c'est un locataire qui ne part pas. Et donc, tu auras moins de turnover, donc moins de frais et plus de rentabilité. C'est hyper important de comprendre ça. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans la rentabilité, que ce soit le montant des charges, le turnover, les entrées, les sorties. Si aujourd'hui vous arrivez à réduire toutes ces problématiques par la qualité, toujours la qualité, vous allez automatiquement être extrêmement rentable. D'accord? Bonus numéro 3, les travaux. Donc la règle d'or, faire toujours minimum 3 devis. Moi, j'ai une société de rénovation depuis 10 ans, je le sais. Les artisans aujourd'hui et tout le reste, tout ce qui est, de toute façon, peu importe, tout ce qui est vendu en France, les tarifs sont libres en France. On peut très bien acheter un produit 10 € et aller dans une autre boutique, ils le vendent 30 €, ou même acheter une piscine 10 000 €, aller chez un autre pisciniste, la même piscine est à 30 000. Les tarifs sont libres en France. C'est un plein droit que nous avons de vendre les prestations que nous voulons au prix où nous le voulons. Par contre, la seule chose qui est interdite en France, c'est de faire des tarifs à la tête du client, donc de faire de l'abus de faiblesse ou de l'abus de confiance. Et auquel cas, pour qu'il soit avéré, il faudrait que la même société pratique 2 prix différents à 2 de ses clients différents. D'accord? Donc aujourd'hui, sachez bien qu'en faisant plusieurs devis, vous allez vous couvrir en tout cas de plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, premièrement, vous allez avoir le conseil de plusieurs artisans. Donc moi, je sais que pour l'avoir vu faire dans plusieurs de mes chantiers à l'époque, puisque bon, maintenant je m'y connais trop bien, donc c'est raté, mais je l'ai vu dans plusieurs chantiers au départ et pour beaucoup de mes élèves aussi, où des artisans peu scrupuleux leur disaient, ben là, il faut tout changer, il faut changer le placo, la laine, etc. Alors que peut-être que la laine était encore bonne, que le placo pouvait être enduit, qu'il y avait que certaines parties du placo enlevées, alors qu'il leur avait chiffré, par exemple, tout l'appartement. Si vous faites venir plusieurs artisans, vous aurez plusieurs avis, plusieurs sons de cloche. Donc, ça vous rassurera aussi sur le choix de ce que vous devez faire. Vous allez commencer à apprendre petit à petit à affûter en fait votre œil d'expert et automatiquement y comprendre un peu plus sur la partie des travaux. Et bien sûr, vous allez éviter de payer trop cher, puisque si vous voyez vraiment une incohérence sur un devis, ça vous permettra vraiment de voir en fait qu'il y a, si vous avez un devis à 8 000, un devis à 10 000 et un autre à 20 000, bon, vous avez compris que celui à 20 000, à mon avis, il y a un problème. D'accord? Donc, faites toujours 3 devis. Je vous donne l'exemple de Jeff, un élève de ma formation, qui avait fait un premier devis avec un maître d'œuvre peu scrupuleux qui lui avait chiffré le chantier miracle où il s'occupe de tout, t'inquiète pas, ça va bien se passer, à 26 000 €. Je l'ai forcé à faire 2 devis supplémentaires. Il a eu un deuxième devis à 16 000 et un troisième à 9 000 €. Finalement, le troisième devis à 9 000 €, c'est celui qu'on a gardé et ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, son appartement en location, il y a eu quelques petites surprises. Il a eu 1 000 € de plus de travaux. Bon, voilà. Mais au total, pour 10 000 € au lieu de 26 000, il a économisé 16 000 € juste en faisant 3 devis. Donc surtout, faites 3 devis. Ensuite, faites marcher le bouche à oreille. Profitez, discutez avec des amis, des voisins, dans la rue auquel vous achetez, toquez chez les voisins, savoir s'ils n'ont pas travaillé avec des artisans. Faites-le, c'est hyper important. Ils pourront vous faire de la recommandation. Demandez aussi aux agents immobiliers qui connaissent souvent, très souvent même, des personnes dans le coin qui savent bosser. Donc surtout, profitez-en. Et bien sûr, visitez des chantiers en cours. N'hésitez pas à aller poser des questions sur les chantiers, aller regarder un peu les finitions et poser des questions aux clients s'ils sont disponibles pour savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé des travaux. Lorsque les travaux commencent, bien sûr, tiens un carnet important, prends des notes, avec le temps tout s'oublie. Donc si jamais tu vois des choses qui ne vont pas, etc., note-les. Rends-toi régulièrement sur le chantier, c'est toi qui payes, donc tu es obligé un petit peu de faire le flic. Rends-toi souvent, viens jeter un œil, montre que tu es présent, montre que tu te soucies de ton chantier et tu auras beaucoup plus de chances que le chantier se déroule à merveille. Et bien sûr, en 3, relève toujours quand c'est bien. Un artisan travaille de ses mains, ne l'oublie pas. Si jamais que tu lui dis uniquement ce qui va de mal, ce qu'il a fait de mal, il va juste penser que tu dénigres son travail. Donc prends le temps toujours de lui dire quand quelque chose est bien, et tu verras qu'une fois que tu lui dis que quelque chose est bien, il t'écoutera quand tu lui diras que quelque chose est mal. D'accord? Donc ça, c'est hyper, hyper important. Je te donne un exemple parlant. Tu viens de rentrer chez toi, enfin, maintenant, toi, tu rentres chez toi, tu fais la vaisselle, tu prépares à manger, etc. Ta femme rentre ou ton mec rentre, hein, ta mère, ça machin, bon, peu importe. La deuxième personne rentre et au lieu de dire ça sent bon, chérie, t'as préparé à manger, ah, je vois que t'as fait la vaisselle, elle commence ou il commence par Wanky, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a de l'eau partout, il y a des épluchures partout, ah putain, ça se voit que t'as fait la cuisine. Tu comprends que les deux situations ne sont pas du tout les mêmes. On aurait préféré qu'on commence par exemple, ça sent bon, je vois que tu as fait la vaisselle, par contre, tu as vu, chérie, tu as mis de l'eau partout, etc. Oui, t'inquiète pas, je vais nettoyer, pas de souci. Mais si on commence de suite par l'agression,
on est beaucoup moins enclin à écouter la suite. Donc, c'est important. Commencez toujours par quelque chose de bien, puis après, vous pouvez très bien dire quand la personne est prête à écouter ce qui va de mal, et ça vous permettra de garder une solution, une cohésion plus pérenne. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans la fiscalité. Donc au niveau de la fiscalité, je vais vous dire, aujourd'hui, ce qui fonctionne à fond, c'est donc le LMNP. Le LMNP, c'est ce qu'on appelle loueur meublé non professionnel. C'est un statut qui va vous permettre de bénéficier de tous les avantages du professionnel sans les inconvénients, bien sûr, du professionnel. C'est-à-dire que vous allez, pour bénéficier de ce régime, d'abord, vous allez devoir en fait ne pas dépasser les 23 000 euros de revenus, toutes charges comprises, avec la location meublée. Donc, ce sont des biens qui sont loués en meublé. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, si jamais vous excédez ces 23 000 euros, il est possible que vous basculiez en LMP, sauf si les revenus qui sont supérieurs à 23 000 euros ne dépassent pas les revenus du foyer fiscal. Donc, ce qui veut dire que si madame gagne 20 000 euros, que monsieur gagne 20 000 euros, ça fait 40 000 euros, d'accord, de revenus pour le foyer fiscal. Donc, vous pourrez aller jusqu'à 40 000 euros de revenus LMNP, loué, meublé, non professionnel, d'accord, loueur meublé non professionnel. Donc, ce qui est important, c'est que si jamais vous avez dépassé les 23 000 euros, faites attention si madame tombe enceinte ou si monsieur a une baisse de revenus ou madame a une baisse de revenus. Parce que si jamais vous avez une baisse de revenus, que vous descendez vos revenus du foyer fiscal en dessous des revenus locatifs meublés, vous allez basculer en LMP et à ce moment-là, en loueur meublé professionnel. Et là, vous n'êtes plus du tout soumis aux mêmes charges. Vous allez être obligé de cotiser à la SSI, les charges sociales, etc. Donc là, automatiquement, vous allez vous faire allumer, vous faire plumer, clairement. Donc il ne faut pas du tout y aller. Donc, pour rester dans ce régime, respectez toujours les 23 000 euros maximum ou ne dépassez pas les revenus du foyer fiscal. Vous allez bénéficier aussi avec ce régime-là de l'amortissement, on va dire, l'amortissement de la valeur nette comptable. Alors, je ne sais pas si je vous parle de ça maintenant pour éviter de vous perdre, mais je vais quand même essayer. Ce qu'on appelle en fait l'amortissement de la valeur nette comptable, au même titre que quand vous achetez en LMNP, vous allez pouvoir déduire de vos impôts les frais de notaire, les meubles, les travaux, les frais de garantie, vous avez les frais de dossier bancaire, les intérêts d'emprunt, la CFE, cotisation foncière des entreprises, les frais de comptabilité, l'assurance du bien, l'assurance du crédit, bien sûr. Vous allez pouvoir aussi déduire, par exemple, si vous avez besoin d'un ordinateur pour gérer votre bien, un ordinateur. Si vous avez besoin d'un portable pour appeler le locataire, un portable. Les restaurants, quand vous vous déplacez pour voir le bien, les restaurants. Le gasoil, quand vous vous déplacez, pareil. Donc, tout ça, c'est des choses que vous pourrez amortir, donc vous pourrez passer en frais sur ce bien-là. Donc, vous allez pouvoir le passer en comptabilité, donc réduire votre bénéfice taxable. Et en plus de ça, vous avez ce qu'on appelle la VNC, la valeur nette comptable du bien. Donc, en gros, l'expert comptable, en France, considère en fait que le bien en lui-même aura une durée de vie, en fait. Alors, je ne sais pas comment je peux expliquer ça simplement, mais en gros, en fait, comme si vous achetiez une imprimante, par exemple, dans une entreprise. L'imprimante, en fait, va avoir une durée de vie, par exemple, de 5 ans. Donc, tous les 5 ans, vous aurez le droit de racheter une nouvelle imprimante dans l'entreprise sans que ça soit considéré comme un abus de biens sociaux ou quoi que ce soit. On va dire, voilà, c'est une durée de vie normale. Au bout de 5 ans, vous avez le droit de rechanger votre imprimante et donc de racheter un nouveau matériel. Là, c'est exactement la même chose, mais à plus grande échelle. La comptabilité française décide que le bien immobilier, en fait, il marque sur les papiers que dans 20 ans, 30 ans, ça dépend des calculs, on va dire 20 ans, dans 20 ans, en fait, le bien immobilier qui vaut aujourd'hui, par exemple, 200 000 euros, dans 20 ans, il vaudra 0 euros, il ne vaudra plus rien. Puisqu'avec le temps, en fait, ils disent qu'il va se déprécier jusqu'à complètement disparaître, comme s'il n'existe plus, mais comptablement uniquement. Et ce qui est une escroquerie incroyable, puisque c'est là où toute la magie d'ailleurs du LMNP, c'est que le bien, avec le temps, tu comptes 3% d'augmentation par an, dans 20 ans, il vaudra le double de son prix, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sauf qu'en fait, si tu veux comptablement, tu vas avoir en fait un déficit imputable, c'est-à-dire qu'en gros, tu prends 200 000 euros sur 20 ans, comptablement, elle va diviser 200 000 par 20, et donc tu auras 10 000 euros par an, d'accord, à rajouter sur ton déficit. Donc, ce qui veut dire que, je vais te le faire très simple, la première année, tu as 10 000 euros de bénéfice, d'accord. Derrière, grâce à la valeur nette comptable du bien, tu as 10 000 euros de déficit. Tu fais 10 000 moins 10 000, tu ne payes pas d'impôt. Voilà. Mais par contre, les 10 000 euros, tu les as toujours dans ta poche, puisque les 10 000 euros qui ont été amortis comptablement, c'est uniquement comptable. Ce n'est pas, en fait, tout simplement, ils ne les prennent pas vraiment dans ta poche, c'est juste comptable. C'est un calcul comptable, mais l'argent reste bien dans ta poche.
Et c'est comme ça, en fait, que tu t'enrichis énormément grâce au LMNP. C'est que grâce à ce qu'on appelle la valeur nette comptable, l'amortissement de la VNC, tu vas en fait bénéficier d'une exonération d'impôt pendant 10 ans, entre 7 à 10 ans, grâce à toutes ces déductions, mais surtout grâce à la valeur nette comptable du bien, qui va te permettre en fait de ne pas payer d'impôt sans avoir en fait une prise de mainmise sur ton argent. Donc tu conserves l'argent dans la poche, mais ils te disent en fait l'argent est blanchi, voilà, il est blanchi d'impôt par ce déficit en fait que tu peux imputer chaque année, jusqu'à bien sûr qu'il n'y ait plus de déficit. Une fois qu'en gros tu rajoutes, on va dire dans une poche, on va prendre une poche, d'accord, dans cette poche, on va mettre dedans, on va mettre le montant des meubles, le montant des travaux, le montant des frais notaires, le montant des frais bancaires, la valeur nette comptable, ça va nous donner une grosse poche, d'accord, d'accord. Et chaque année, on va avoir tant de bénéfices à payer, donc d'impôts à payer sur le bénéfice. La première année, on a 10 000, on pioche dans le déficit, boum, il y a 10 000 euros de moins dans le déficit, mais boum, ça annule l'imposition. L'année d'après, pareil. L'année d'après. Et puis, dès que la poche est vide, les impôts commencent. Dès que tu n'as plus de déficit à impacter sur tes bénéfices, à ce moment-là, tu paieras donc des impôts. Et les impôts sont calculés comme suit. C'est-à-dire que sur le bénéfice restant, le bénéfice taxable, tu vas donc payer à la hauteur de ta tranche marginale d'imposition. Donc, c'est-à-dire que la tranche marginale d'imposition, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a plusieurs tranches. Donc, tu as la 0%, 11%, 30%, 41%, 45%. Donc, suivant les revenus que tu as, généralement, si tu es en dessous de 27 000 euros à l'année, tu es dans la tranche à 11%. Si tu es au-dessus des 27 000, tu es dans la tranche à 30%. En moyenne, on est à peu près tous dans cette tranche. Donc, si jamais tu es à la tranche à 30%, tu paieras donc, je vous donne un exemple, tu as 10 000 euros de bénéfices à l'année, d'accord, de bénéfices, c'est-à-dire que le bénéfice est égal au revenu locatif moins l'ensemble des déficits, donc le coût total du crédit, les assurances, les impôts, etc. Il faut que tu aies tout enlevé. Il te reste 10 000 euros. S'il te reste 10 000 euros, sur ces 10 000 euros, tu vas donc payer 30% d'impôt, qui sera égal à ta tranche marginale d'imposition, plus les 17,2% de CSG-CRDS. Donc, en gros, tu vas payer 47,2%. Donc, sur 10 000 euros, tu serais donc à 4 700 euros d'impôt. Donc, à ce moment-là, Benoît, ce que tu dis, c'est judicieux. Il peut y avoir un arbitrage à ce moment-là pour revendre, ou alors de racheter un autre bien avec du déficit, parce qu'il faut savoir qu'en fait, d'un bien à l'autre, tu peux répartir en fait ton déficit sur plusieurs biens. Si sur un bien, tu n'as plus du tout de déficit, tu rachètes un bien avec du déficit, le déficit va s'impacter sur l'ensemble de ton parc immobilier et pas seulement sur le bien. D'accord ? C'est pour ça que c'est important quand on investit en couple de faire très attention à ça. Si monsieur décide de faire, vous êtes pacsé, vous êtes marié. Monsieur décide de faire sa vie, admettons, il fait ses investissements de son côté, il fait de bons investissements, ou on va dire l'inverse pour éviter de faire monsieur, madame. Monsieur fait de mauvais investissements, c'est-à-dire il achète des investissements sur lesquels il n'y a pas de travaux, où il y a beaucoup d'impôts, etc. Et madame, de son côté, fait bien les choses, elle achète des biens avec des travaux, etc. Mais sachez que, madame, tu paieras de l'impôt à cause de monsieur, puisque, en fait, comme vous êtes sur le même foyer fiscal, on va calculer l'ensemble des bénéfices et l'ensemble des déficits. Donc, en fait, monsieur va bénéficier des super investissements de madame, et madame va se retrouver de bénéficier des mauvais investissements de monsieur. Et donc, finalement, ça devient un handicap général. En nom propre, hein, en nom propre, bien sûr, Benoît. En nom propre. Donc, surtout, faites attention à ça. Parce que c'est, voilà, si on investit en couple, et même séparément, à partir du moment où on est sous la même feuille d'imposition, il faut faire attention à ce que fait madame et ce que fait monsieur. Voilà. Donc voilà pour ce cours de fiscalité que j'ai voulu très court parce que le but, c'est pas de faire un cours de fiscalité, ça fait déjà 1h45 et j'ai encore des choses à vous dire. J'ai presque terminé de t'offrir du contenu de valeur, j'ai bien dit presque, d'accord. Dis-moi, déjà, j'avais une question au tout départ, rappelle-toi, je t'avais demandé, j'espère que je vais réussir à t'ouvrir le champ des possibles, à te faire comprendre que l'immobilier n'est pas si compliqué, que finalement, toi aussi, tu peux réussir en immobilier. Déjà, premièrement, dis-moi si j'ai réussi à te faire comprendre que l'immobilier n'est pas réservé qu'aux riches, qu'aux personnes qui ont déjà connu l'immobilier, aux personnes qui ont de l'argent, et que toi aussi, tu peux réussir. Est-ce que je t'ai ouvert le champ des possibles? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens capable maintenant de te lancer dans l'immobilier? Est-ce que voilà, au vu de l'explication que je t'ai donnée, simpliste et réaliste, pragmatique, est-ce qu'aujourd'hui tu vois beaucoup plus clair? Est-ce que pour toi c'est plus simple? Est-ce que c'est plus lisible? Est-ce que tu te sens maintenant plus prêt, en tout cas qu'au départ, à investir dans l'immobilier? C'était hyper clair et complet, un grand merci. Écoute, merci Bastien pour ce message. Je suis ravi que tu me le dises parce que honnêtement, mon but à moi, comme je te l'ai dit au départ, c'était vraiment de vous ouvrir le champ des possibles. Un peu plus que jeudi dernier. Magnifique, c'est cool. Tu vois, si tu comprends un peu plus, Médéric, que jeudi dernier, je suis ravi en tout cas que tu sois revenu aussi, puisque s'il y a des choses que tu n'avais pas compris, au moins là, tu vois un petit peu plus clair. Karl, dans le cas où c'est un investissement en fait fait par des amis, au niveau fiscal, ça change. Alors, on y viendra après. Tu m'as énormément éclairé grâce à tes conseils, astuces. Ouh là là, j'y arrive plus. Je reviendrai.
Trop de messages. Dans le cas où c'est un investissement fait par des amis, au niveau fiscal, ça change. Alors, tout dépend. Ça dépend. Si vous n'êtes pas sur la même feuille d'imposition, chacun, là, par contre, subira sa propre imposition au prorata temporis de la hauteur des parts qu'il détient dans l'investissement. Tu m'as donné énormément éclairé grâce à tes conseils et astuces. Super, génial, Max. Oui, finalement, si on est formé, ça ne semble pas si compliqué. Exactement, Anaël. Il suffit de se former et franchement, c'est comme tout, comme le premier cours de danse, premier cours de natation, comme toutes les premières choses que tu as fait. Premier cours de conduite. Au départ, oh là là, je vais conduire une voiture, qu'est-ce que c'est? Et puis finalement, après, on conduit, on enlève la main, on passe la main par la fenêtre, on met la musique, on téléphone. Enfin, tu as compris. C'est comme tout. Charbel, oui, en tant qu'étudiant, je pense que je peux le faire avec plus de formation, mais j'ai beaucoup appris. Magnifique, je suis ravi, Charbel. Julien, il faut sortir de sa zone de confort. Exactement, tout à fait. C'est la zone de confort. Pour moi, la zone de confort, j'appelle ça la zone de mort. Quand je vois une zone de confort comme un canapé, je le vois comme un cercueil. Donc pour moi, aujourd'hui, rester allongé à attendre, pour moi, je suis déjà mort. Il faut agir, c'est important. C'est franchement très cool. Ça va pas mal de peur. Nicolas, j'espère que ça t'a aidé. Mélanie, oui, convaincue par le LNP. J'hésite avec une SCI. La SCI, c'est génial aussi. Mais quoi qu'il arrive, il faut toujours bénéficier au maximum du statut de LMNP et après partir sur des SCI. Lucas, oui, génial. Laurent, oui, merci beaucoup. Oui, merci Jérémy. Karl, d'accord. Merci beaucoup pour tes explications super claires. Génial. Donc, soyons honnêtes, il y a encore beaucoup de choses à savoir, mais je t'ai déjà révélé des informations primordiales. Nous n'avons pas eu assez de temps pour tout voir ce soir, mais ne t'inquiète pas, je te réserve encore une surprise. Mon objectif est vraiment de t'aider à te donner accès à des connaissances qui te mèneront vers la réussite. Et c'est pour ça que j'ai décidé de t'aider à te lancer. J'offre 10 appels, pas un seul de plus, pour les personnes les plus réactives ce soir. Cet appel va vous servir tout simplement à m'exposer votre situation, vos objectifs, et je vais vous dire comment faire pour aller vraiment vers la réalisation de vos objectifs, la façon la plus simple, la plus claire pour pouvoir vous aider. Si oui ou non, déjà, c'est le bon moment pour vous en investissement immobilier. Je sais que j'ai reçu aussi des messages privés depuis tout à l'heure, savoir si je proposais des programmes, des formations, mais comme j'ai promis ce soir que je n'en parle